Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Tour d'Europe. Je suis Julien Pereira, journaliste à Eurosport et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Tour d'Europe qui vous fait vivre toute l'actualité du football européen chaque lundi sur YouTube, sur eurosport.fr. Je suis très heureux également de retrouver Elton Mokolo que je vais accueillir d'ici quelques instants pour évoquer l'actualité du foot français, notamment le cas du champion d'Europe en titre, le Paris Saint-Germain, qui vit bien sportivement, qui vit beaucoup moins bien physiquement. On va également évoquer avec Elton l'actualité de l'OM qui se déplace sur la pelouse du Real Madrid en Ligue des Champions, avant justement d'affronter le PSG dimanche. Semaine bouillante pour l'OM, on va en parler avec Elton. Dans la foulée, on se concentrera sur l'Espagne avec Anna Caro. On évoquera les forces du Real Madrid, notamment la très grande forme de Kylian Mbappé depuis le début de la saison. Et puis le FC Barcelone, large vainqueur de Valence 6-0, malgré l'absence de Lamine Yamal. On évoquera tout ça avec Anna. Et puis en troisième partie, on rejoindra Philippe en Angleterre pour évoquer le cas des deux Manchester après leur affrontement lors du derby, largement remporté par City, un grand Donnarumma, un très bon Haaland et un Manchester United qui est toujours malade. On parlera de tout ça en troisième partie d'émission. Voilà, vous connaissez le programme. Alors, Tour d'Europe, c'est parti. On accueille tout de suite Elton. Elton, bienvenue de retour parmi nous. J'espère que tu es content de lancer cette nouvelle saison avec nous. Écoute, bonjour Julien, bonjour à tous. Évidemment, très content à l'idée de redémarrer cette saison, une saison qui va être très très longue, entre la Ligue des Champions et la Coupe du Monde à la fin. Coupe du monde à la fin. Alors, ça paraît un peu loin, Ça part un peu loin, ouais, j'ai tout compacté, notamment pour les joueurs du Paris Saint-Germain ouais, qui qui sortent d'une Coupe du Monde des sortent clubs. d'une autre Coupe du Monde, celle des clubs, et qui tirent déjà la langue. Alors, on se souvient, durant la trêve internationale, il y avait eu les blessures de Dembélé et de Doué. Là, il y en a eu 3 nouvelles lors du match face à Lens. Il y a Kvara, il y a Kanguinli, il y a Lucas Beraldo. Alors, évidemment, ils n'ont pas tout à fait le même statut, mais globalement, est-ce qu'on peut dire que malheureusement, tout ça dédouane un petit peu Didier Deschamps parce que finalement, c'est pas seulement de la faute de l'équipe de Non, mais France? c'est sûr que oui, par rapport à la polémique qu'il y a pu y avoir la semaine dernière entre l'équipe de France et le PSG, c'est vrai que en fait, tout est à contextualiser parce que là, il y a eu des blessures. Alors, faut faire attention, notamment sur la réalité des blessures. On a des blessures traumatiques comme Beraldo et Gvara qui sortent suite à un coup. Il y a la blessure de Lee Kang-in qui a légèrement tourné sa cheville. Luis Enrique s'est voulu rassurant quand même en conférence de presse sur les blessés. Bon, même si tout indique pour moi que Beraldo, ça risque d'être un peu plus compliqué que Vara, qui a quand même eu des minutes avant de sortir du terrain. Lee Kang-in, qui visiblement, sa cheville, elle a quand même tenu. Donc pour moi, c'est des blessures à contextualiser. Mais c'est vrai que pour le PSG, sur le début de saison, on voit encore un PSG qui est en rodage. Et physiquement parlant, on n'a pas le meilleur PSG. Et ça se ressent sur la qualité du jeu, sur la qualité de la prestation du PSG. Alors, il y a eu de bonnes choses, il y a eu de moins bonnes choses. C'est un ensemble inégal, mais pour moi, c'est en adéquation avec la réalité de ce PSG qui ne peut pas donner le meilleur de son football début septembre. Elton, je t'ai lancé avec une question piège sur Deschamps. J'ai une deuxième question piège. Est-ce que tout ça veut dire que le PSG aurait dû mieux anticiper, peut-être se renforcer de manière plus importante durant le mercato? Et ça, c'est une question fondamentale. Moi, je pense qu'une recrue offensive n'aurait pas été de trop, d'autant plus que là, avec les blessures, on va avoir quand même, a priori, mercredi prochain, un trio qui pourrait être expérimental sur le plan offensif. Donc, c'est vrai que ça n'aurait pas été de trop. Mais en même temps, du côté de Luis Enrique, on a vraiment un vœu pieux, c'est qu'aujourd'hui, il y a une sorte de mercato interne avec notamment le centre de formation, les Titi, incarné par Mayoulou qui a été buteur en finale de Ligue des Champions, par Ibrahim Baye, bon, même s'il a eu une rentrée qui a été plutôt pour moi décevante, mais toujours est-il que du côté de Luis Enrique, il y a un mercato interne qui existe, qui est présent et ça veut faire grandir ces joueurs, ça veut leur donner des minutes et justement faire en sorte que ces joueurs soient des joueurs de premier plan. Alors pas sur le court terme bien évidemment, mais sur le moyen long terme. Tout ça veut dire que tu es pas très inquiet pour le Paris Saint-Germain sportivement, à long terme et pour les matchs qui arrivent là de Ligue des Champions. On le rappelle, le PSG affronte l'Atalanta en Ligue des Bah, Champions là et où je suis surtout pas inquiet, c'est Rennes. qu'aujourd'hui, malgré, tous les aléas, malgré toutes les blessures, malgré tous les contretemps qu'il y a pu y avoir, dans cette équipe du PSG,
Ça reste la seule équipe qui a fait 12 sur 12 Mmh. du côté de la Ligue 1. Ça reste une équipe qui évolue avec une relative confiance. Et là, ils vont attaquer. Et pour le coup, ça a été une phrase forte de Luis Enrique en conférence de presse. Sa compétition, parce que Luis Enrique, il l'a évoqué comme notre compétition. Donc, c'est un mot qui est fort. Et aujourd'hui, sur un PSG qui est peut-être pas à 100%, qui est en phase de rodage, mais qui arrive avec une confiance qui est quand même élevée. Alors oui, les matchs sont faits pour être joués. L'Atalanta vient de gagner 4-1 contre Lecce, mais toujours est-il que du côté du PSG, il y a quand même une confiance, une force tranquille qui ressort et que par rapport à la thématique des blessés, j'ai envie aussi de me dire que vaut mieux avoir ces blessés début septembre que fin avril. Parce que fin avril, c'est pas le même enseignement. Elton, difficile cette semaine de parler du PSG sans parler de l'Olympique de Marseille, puisqu'on l'a dit, elle va se terminer par ce classique entre les deux clubs. Est-ce qu'il faut être inquiet pour l'Olympique de Marseille? On l'a vu, il y a eu un début de saison un petit peu difficile, même s'il y a eu cette victoire plutôt rassurante face à Lorient. Là, est-ce qu'il faut s'attendre forcément à 2 claques face au Real Madrid et face au PSG? Non, pour moi, du côté de l'Olympique de Marseille, c'est pour ce genre de semaine que Pablo Longoria, Mehdi Benatia, Roberto De Zerbi et les joueurs sont arrivés pour vivre ces semaines à 2 matchs, avec des matchs, des stades impressionnants comme le Santiago Bernabéu. Justement, ça va mettre à l'épreuve ce fameux projet olympien qui se veut décomplexé, qui se veut plus mature, qui veut se rapprocher notamment dans un premier temps des plus grandes équipes, enfin de la plus grande équipe, le PSG au niveau national, et pouvoir aller chercher ce top 24 en Ligue des Champions. Ça commence par le Bernabéu. Alors oui, tu as gagné contre Lorient, c'est à contextualiser, c'est une victoire à 11 contre 10, mais sur cette semaine, moi j'espère, j'attends que l'Olympique de Marseille n'y aille pas en victime expiatoire. L'Olympique de Marseille doit y aller avec de l'ambition. Alors oui, le Real Madrid fait un début de saison qui est idéal sur le plan de la Liga, mais l'Olympique de Marseille, avec Roberto De Zerbi, qui a quand même le cachet entraîneur de renommée internationale, doit y aller pour réaliser une performance. Alors oui, une performance, ça veut tout et rien dire. Mais ce que je veux dire par là, l'Olympique de Marseille doit forcer le Real Madrid à sortir peut-être pas sa meilleure version, mais une version qui s'en rapproche, à savoir un Real Madrid sérieux, impliqué de bout en bout, et pas un Real Madrid qui se dit on va expédier les affaires courantes au bout d'une période. Et pour le classique, on a quand même parlé d'un PSG qui est en phase de rodage, un PSG qui a eu des blessés. C'est un match au Vélodrome pour justement aller titiller le PSG, aller secouer le PSG. L'année dernière, l'Olympique de Marseille et notamment Roberto De Zerbi ont avancé le fait que l'expulsion d'Amin Harit avait été un tournant majeur, fondamental pour expliquer la défaite. Cette fois-ci, alors on espère que l'Olympique de Marseille ne sera pas réduit rapidement à 10 contre 11, mais c'est aussi un match pour faire valoir ce que tu as dit l'année dernière en conférence de presse et se dire que l'Olympique de Marseille, par rapport à la saison dernière, a avancé notamment dans cette idée de challenger davantage le PSG. Je te dis pas sur le championnat, mais sur un match ponctuel. Il y a un sujet qui fait beaucoup parler aussi à l'Olympique de Marseille, c'est le sujet Leonardo Balerdi, qui a été remplaçant lors du match face à Lorient officiellement pour une petite gêne au pied. Sauf que pendant ce temps-là, il y a 2 défenseurs qui sont arrivés lors du dernier jour du mercato, Pavard et Aguerd, qui ont été plutôt bons, même si encore une fois, faut contextualiser. Est-ce que selon toi, Balerdi doit être remplaçant désormais et laisser sa place à cette charnière à 3 qu'on a vue contre Lorient, à savoir Pavard, Aguerd, Medina? Aujourd'hui, les cartes pour moi sont redistribuées. Est-ce que Balerdi doit être remplaçant sur le moyen long terme? Je pense qu'il ne faut pas enterrer Leonardo Balerdi parce qu'il reste quand même le capitaine de l'Olympique de Marseille. Il était remplaçant face à Lorient, tu as évoqué sa chaîne. Il y a aussi le fait qu'il est revenu tardivement de sélection. Le match était un vendredi. Et moi, ce qui va être très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la nature, la réalité du projet marseillais avec des joueurs qui ont une plus grande renommée internationale que Balerdi, et ben pour moi, tout ça va pousser soit Balerdi à repousser ses limites pour être un meilleur défenseur, ou à avoir un plafond de verre qui fera qu'il sera remplaçant. Parce que moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'au-delà de la performance, au-delà des buts de Naïef Aguerd et de Benjamin Pavard, on a des défenseurs qui sont animés Mmh. par l'idée de défendre en avançant. Et pour moi, ça a été une limite, c'est une limite pour Balerdi parce qu'il veut défendre en avançant, mais en même temps, il ne peut pas s'empêcher de regarder ce qui se passe derrière. Et ça, quand tu as cette seconde d'hésitation, et ben arrive ce qui s'est passé contre Rennes, arrive ce qui s'est passé contre l'Olympique Lyonnais, où il est quand même impliqué sur l'action du carton rouge, bon, même si c'est pas lui le fautif directement. Et donc, pour moi, ça va être un test de caractère parce que la réalité du projet olympien a amené dans son secteur beaucoup plus de concurrence, des défenseurs qui ont fait des demi-finales de Coupe du Monde, que ce soit Naïef Aguerd, Benjamin Pavard. Oui, Benjamin Pavard a même été champion du monde. Benjamin Pavard, qui est en finale de Ligue des Champions contre le PSG, ils ont un certain CV. Il y a une certaine émulation qui doit encourager Balerdi à se dire que
Voilà, à la différence d'autres années où parfois il pouvait être seul, parce qu'on peut aussi le défendre Ouais, dans ce bien cas-là, il sûr. pouvait être seul dans un secteur où il y avait beaucoup d'allers-retours, beaucoup de changements. Là, cette fois-ci, on a des défenseurs avec un certain standard. Et Balerdi, pour moi, je pense qu'il sera relancé sur l'un des deux matchs. Alors, beaucoup plus au Bernabeu que sur le Classique. Parce que le Classique, ça pourrait dire pour moi beaucoup de choses s'il est remplaçant. Ouais, on en reparlera dès la semaine prochaine. Si on reprend le plan plus large, quel joueur doit être le joueur clé de cet OM, notamment en Ligue des Champions? Est-ce que c'est plutôt Greenwood? Est-ce que c'est Aubameyang aussi, qui est très expérimenté? Est-ce que c'est un Højbjerg? C'est l'Olympique de Marseille. C'est Bonne l'Olympique de réponse. Marseille. Non, c'est l'Olympique, de Marseille parce qu'encore une fois, par rapport au mercato, il y a quand même des joueurs qui ont un certain vécu sur le plan européen. Je ne comprendrais pas sincèrement, Julien, qu'en fait, il y ait pas un lien de cause à effet parce qu'il y a des joueurs que j'ai avancés sur le plan individuel qui ont un certain passé, dans cette compétition. Tu as fait référence à Aubameyang, on peut faire référence à Pierre-Emile Højbjerg qui l'a connu avec Tottenham, Benjamin Pavard qui est en finale de Ligue des Champions. Je ne pourrais pas comprendre en fait que l'Olympique de Marseille ne soit pas en capacité de réaliser plusieurs performances. Mais maintenant, pour mardi, par rapport à la Ligue des Champions, le joueur que j'attends, c'est Aubameyang. Pourquoi j'attends Pierre-Emerick Aubameyang? Parce que déjà, il a été préservé contre l'Orient, suite notamment au Rassemblement international avec le Gabon. Il a quand même un passif qui est quand même très intéressant avec le Real Madrid, que ce soit avec le Borussia Dortmund ou avec le Barça, où il avait quand même mis un doublé au Bernabeu en 2022. Alors oui, c'était il y a 3 ans, il s'est passé beaucoup de choses. C'est une nouvelle équipe, il y a un nouveau coach, il n'y a plus Karim Benzema, il n'y a plus Carlo Ancelotti. Mais toujours est-il que Aubameyang, qui a quand même eu des performances en Ligue des Champions, moi, je l'attends parce que ça pourrait être un joueur qui pourrait être très important pour justement décomplexer l'Olympique de Marseille. Parce que pour moi, c'est la principale qualité d'Aubameyang. La pression, elle glisse sur lui. Il a déjà montré lors de la saison 2023-2024. Sur le début de saison, c'était que le PFC. Mais alors qu'il y avait des joueurs qui étaient limite craintifs au Vélodrome, Tétanisé, ouais. lui, c'est un joueur qui, justement, la pression, elle est à glisser sur lui et il a mis un doublé. Et moi, je pense que tu as besoin d'avoir ce joueur référent sur ce type de match contre le Real Madrid où lui, il va arriver. Bah, il a déjà marqué à plusieurs reprises au Bernabeu avec Dortmund, avec le Barça. Il n'y a pas de raison pour qu'il ne le fasse pas avec l'Olympique de Marseille. Eh bien, on va suivre tout ça, Elton, et puis on va débriefer ça aussi la semaine prochaine avec toi. On le rappelle, mardi, Real Madrid-Marseille, 21h. Mercredi, PSG-Atalanta, 21h aussi. Et jeudi, Monaco qui se déplace à Bruges à 18h45. Là, pour le coup, on pourra regarder les 3 clubs français, mais sans Ouais, avoir à se disputer très- sur la même heure. c'est un programme qui nous arrange. Elton, nous aussi, on a un effectif, une vraie profondeur d'effectif. Donc, on va te remplacer Aïe, aïe, par aïe, aïe, aïe. Anna. J'espère que tu le prends pas mal. Ah, j'ai pas de serrer la main pour le coup à Mais la voilà, on a sortie. des très bons joueurs, donc on est obligé de faire jouer tout le monde. On manage les égos. Ouais. Merci Elton, on te retrouve Merci, la c'était semaine un vrai prochaine, plaisir. évidemment. Bonjour Anna, Bonjour. bon retour parmi nous. Bah oui, on est de retour pour la nouvelle saison. Eh oui, on remplace un très grand joueur par une très grande joueuse, c'est ça, Tour d'Europe. Qualité, profondeur d'effectif. Anna, on a parlé de l'OM juste avant avec Elton, donc je vais être obligé de parler du Real Madrid avec toi. Et je vais être obligé aussi de parler de Kylian Mbappé, très très bon encore une fois face à la Real Sociedad, auteur de 6 buts depuis le début de la saison, si je ne dis pas de bêtises, toutes compétitions confondues, avec l'équipe de France. Comment on explique que Kylian Mbappé soit aussi performant, pas seulement en termes de statistiques, mais aussi sur tout ce qu'il fait sur le terrain? Bah, c'est vrai qu'en début de saison, il y avait quand même ce doute. Alors, effectivement, il avait fait la pré-saison entière avec le Real, mais il faut se rappeler qu'elle était très très courte parce que le Real a fini hyper tard sa saison, la dernière saison, à cause de la Coupe du Monde des clubs. Euh, Mbappé, lui, avait dit dans les interviews que le fait de faire la pré-saison en entier avec le club lui avait fait beaucoup de bien, mais on rappelle que voilà, c'était quoi, 2 semaines avec Xabi Alonso, même s'il avait pu voir un peu comment il fonctionnait sur la Coupe du Monde des clubs. Mais finalement, on retrouve ce que vont écrire les médias madrilènes, à savoir le Mbappé originel, celui qui avait brillé sur les pelouses de la France avant d'aller au Real Madrid. Et en fait, l'explication se trouve, en tout cas c'est ce qui est avancé, du fait qu'il ait perdu 3 kilos. Voilà, donc il est plus léger qu'avant. On se rappelle qu'il avait perdu beaucoup de kilos pendant la Coupe du Monde des clubs à cause d'un virus. Bon, finalement, il les a pas tous repris, voilà, puisqu'il a perdu 3 kilos par rapport à la saison passée. Et il y a eu un gros travail apparemment qui a été fait de la part du staff de Xabi Alonso sur gagner des watts, gagner de la puissance sur ses appuis, sur ses accélérations. Et bah, on l'a vraiment bien vu, cette Ouais. puissance d'accélération contre la Real Sociedad sur le but qu'il marque, où voilà,
part tout seul dans la profondeur, il conclut et voilà, ça fait but. C'était vraiment un but Mbappesque dans ce qu'on a pu connaître avant, ce qu'on voyait clairement moins sur les 2 saisons passées. Mais le vrai Mbappé est de retour et c'est 4 buts en 4 matchs de Liga et voilà, le Real, s'enflamme déjà, se dit: «Bah, voilà, on a déjà un joueur qui court, lui, vers le prochain ballon d'or». Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que je me souviens d'une conférence de presse, c'était avec l'équipe de France, où on l'avait interrogé justement sur le fait qu'il prenait moins la profondeur, qu'il allait plus souvent chercher le ballon. Il avait expliqué justement que c'était aussi du fait que sa morphologie, son développement musculaire avait beaucoup changé et que ça avait un impact sur son jeu. Donc c'est effectivement intéressant de voir que cette perte de poids peut aussi avoir un impact. Après, il n'y a pas que le physique, on a l'impression qu'il y a aussi eu un changement de mentalité, peut-être tactique aussi avec Xabi Alonso. Oui, voilà, évidemment, Xabi Alonso lui donne, toute cette profondeur-là que va peut-être un peu moins utiliser Vinicius qui d'ailleurs, bah, lui n'est pas vraiment revenu, cette saison On va en et est parler. dans la continuité de sa saison un peu galère, de la saison passée. Heu, on voit qu'il a une grande mobilité, mais on voit aussi surtout qu'il est parfaitement intégré dans ce collectif madrilène. Là où parfois l'année dernière, on avait la sensation que bon, autant avec Vinicius ça combinait pas trop mal, mais le fait que l'ailier droit change très régulièrement fait qu'il perdait un peu des repères, qu'il avait pas forcément tout le temps, les bonnes combinaisons. Et il faut dire aussi que le système mis en place par Xabi Alonso lui offre beaucoup plus de place, donc on l'a dit dans la profondeur, de liberté parce que, il n'est pas seulement le neuf, que voulait Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, on rappelle, avait demandé à ce qu'il joue le même rôle que Karim Benzema. C'est pas vraiment le même profil de joueur. Là, on sent que Xabi Alonso s'est vraiment adapté au système, enfin, a vraiment adapté son système à Kylian Mbappé et bah, pour l'instant, ça marche très, très bien. Alors, il y a donc beaucoup d'enflammades dans la presse madrilène globalement pour le nouveau Mbappé, parce qu'ils appellent carrément le Real Madrid un Mbappé système, donc voilà, pour aller jusqu'au bout. Mais ils rappellent quand même que pour l'instant, le Real n'a pas forcément joué de grosses équipes, parce que bon, la Real Sociedad qu'on a vue là, c'est pas la Real Sociedad d'il y a 2 ans, par Mmh. exemple. Elle est très très loin de ce niveau-là. Et même à 11 contre 10, bah, en fait, le match a semblé équilibré finalement. Donc ils attendent finalement le derby contre, l'Atlético le 27 septembre prochain pour jauger si, bah, Mbappé ou non va faire une grande saison, cette saison. Tu parlais de Vinicius, tu l'as dit, début de saison un petit peu décevant, il avait même commencé sur le banc, je crois que c'était la deuxième journée. Hem, Vinicius, c'est un petit peu plus compliqué. Est-ce que c'est lié justement au fait que Mbappé prenne autant de place ou est-ce que ça a rien à voir? Est-ce que c'est lié à sa situation contractuelle notamment? Vinicius, on a l'impression que c'est quand même un problème plutôt, «mental» entre guillemets. Voilà, je sais pas du tout ce qu'il traverse, mais il a vraiment du mal à se placer sur le terrain. Il a du mal à tout simplement à retrouver son football, celui qui faisait de lui, bah, pas loin d'un des meilleurs joueurs un des meilleurs joueurs du monde, hein, quand, Mmh. le Real Madrid gagne, la Ligue des Champions. Et c'est vrai que depuis l'arrivée de Mbappé, il est un peu, bloqué un peu dans un même registre et il n'arrive pas à se réinventer. C'est là que c'est très dur, c'est que Vinicius, quand il arrive au Real Madrid, il a ce problème déjà d'être un joueur un peu stéréotypé, de perdre pas mal de ballons quand il part en attaque, quand il part dans la profondeur. Mais il travaille, il arrive à revenir et il devient, un joueur, exceptionnel. Et en fait, il est retombé un peu dans ces travers-là et là, il n'arrive pas à les surpasser. Donc ça va être vraiment un gros travail de la part de Xabi Alonso pour que Vinicius retrouve son niveau. Surtout qu'aujourd'hui, Vinicius, il pâtit vraiment de la comparaison avec à côté Arda Güler qui lui Ouais. signe un excellent début de saison et qui en très peu de matchs a vraiment trouvé sa combinaison parfaite avec Mbappé. Ils s'entendent super bien. D'ailleurs, Mbappé est passeur décisif pour lui ce week-end. Ouais. Il aurait pu être encore passeur décisif si le but, à la 3e minute n'avait pas été annulé pour Arda Güler. Donc c'est difficile pour le Brésilien. Hem, sans doute qu'athlétiquement, il a toutes les qualités qu'il faut parce que si même, Mbappé a réussi à se régénérer malgré une très, très courte intersaison et une coupe du monde des clubs et une pré-saison très courte, enfin voilà, heu, c'est Vinicius, c'est plus un problème sur le côté créatif, sur le côté, se réinventer et c'est vrai que là, il reste bloqué, dans les travers qu'on lui avait vus la saison passée. Si on reprend le plan plus large, collectif, est-ce que tu as vu des failles que l'Olympique de Marseille pourrait exploiter, mardi? Parce que c'est aussi ce qui nous intéresse en tant que suiveurs du foot français. Est-ce que
toi, tu as vu des failles chez ce Real Madrid-là, version Xabi Alonso? Alors normalement, la défense centrale ne devait plus être un problème pour le Real Madrid cette saison, dans la mesure où ils ont mis 60 millions sur Dean Howson. Sauf que Dean Howson a fait une erreur assez bête, alors qui est un rouge ou pas, parce que voilà, le rouge est contestable, mais reste que c'est une erreur assez bête, surtout pour un joueur qui joue, un défenseur central qui joue au Real Madrid. Et donc on voit encore cette défense centrale un peu, pas friable, mais en tout cas pas 100% sûre. C'est un peu le seul point faible finalement parce qu'effectivement, le milieu de terrain, on n'est toujours pas sur les bases de ce qu'on a pu connaître avant avec Casemiro, Modric, et cetera. Mais aujourd'hui, le milieu de terrain est quand même, suffisamment costaud, et parce qu'il y a aussi cet effort de bloc entier du Real Madrid avec toute une équipe qui vient faire le pressing, ce qu'il n'y avait plus du tout sous, Carlo Ancelotti, surtout sur sa dernière année au Real Madrid. Là, vraiment, il y a, vraiment cette notion de bloc, cette notion de pressing, et qui fait que, c'est encore plus compliqué de jouer le Real Madrid qu'avant parce que, le Real Madrid est un peu passé d'une somme d'individualité qu'on avait, sous Carlo Ancelotti à une vraie équipe. Et c'est vrai que s'il y avait un point faible, ce serait peut-être cette défense centrale, mais ça reste un point faible vraiment Relatif. infime, quoi. On a parlé du Real Madrid, difficile de ne pas parler du FC Barcelone, sans Lamine Yamal, blessé, touché au pubis et avec une affaire qui rappelle un petit peu celle qu'on a connue avec l'équipe de France et le PSG. Finalement, les guéguerres entre clubs et sélections, ça existe aussi en Espagne. Oui, et puis pour le coup, ça existe depuis très longtemps entre le Barça et la fédération espagnole, parce qu'on se souvient de Gavi, qui d'ailleurs Oui. était absent aussi On en avait parlé aussi ce d'ailleurs. week-end. Et lui, voilà, c'était la même histoire, forcé, une première blessure, puis on le remet sur le terrain et au final, il se fait les croisés. Donc ce conflit avec la fédération espagnole, il date depuis vraiment très longtemps. Et en plus, si on prend le côté féminin, c'est encore pire parce que c'était encore plus amplifié. Il y avait un nombre énorme de joueuses qui se faisaient les croisés en allant en sélection. Et depuis ce temps-là, vraiment, le Barça est plus ou moins en conflit avec la sélection espagnole, d'où le fait que certains, des fois, enfin, comme par hasard, on va dire, sont blessés Dispensé, ouais. le temps de la trêve internationale. Là, c'est vrai, ce qui est assez étonnant dans ce qu'on découvre sur l'histoire de Lamine Yamal, c'est qu'on apprend qu'il était blessé avant d'aller à la trêve, en tout cas qu'il avait des douleurs, que le Barça l'aurait notifié au staff et qu'il n'y aurait pas eu de communication ensuite pour gérer cette douleur, gérer le nombre de minutes, et cetera. Ce qui est étonnant aussi, du coup, c'est que Lamine Yamal, lui, soit allé à ce rassemblement en ayant malgré tout des douleurs et pour des matchs qui sont pas très importants finalement, Bien enfin, sûr. en tout cas pas très difficiles pour une sélection qui est championne d'Europe. C'est vrai que là, Hansi Flick, pour la première fois de la saison, a élevé la voix là-dessus. Hansi Flick, il parle très peu, il s'agace très peu globalement en conférence de presse, même quand il y a des problèmes sur l'arbitrage, et cetera. Pour lui, vraiment, il garde globalement un calme olympien. Là, s'il a élevé la voix, c'est que vraiment il y a eu un sentiment de ras-le-bol. Et en plus, lui-même le dit, il a été sélectionneur, donc il sait comment c'est de gérer un groupe. Donc il est d'autant plus, entre guillemets, «légitime» de critiquer la décision qui a été faite de la part de la fédé. Alors, Lamine Yamal absent, le Barça s'est plutôt bien porté malgré son absence, puisqu'il y a eu une très large victoire face à Valence, 6-0. Question à la fois simple et compliquée, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ce Barça soit encore plus impressionnant qu'il ne l'avait été l'année dernière? Dans la mesure où ce Barça a une plus grande profondeur de banc, notamment offensive, normalement, oui. Et d'autant que, sur le milieu de terrain, finalement, personne n'est parti. Fermin Lopez est resté, Marc Casado aussi. Marc Bernal est revenu des croisés, hier après un an d'absence. Donc le Barça, sur le papier, a un effectif, plus costaud que celui de la saison passée. La question vraiment se posait avant ce match, sans Lamine Yamal, mais il y avait aussi, il manquait donc Gavi, on l'a dit, mais il manquait aussi Frenkie de Jong, il manquait Alejandro Balde. Donc c'est des joueurs qui, la saison passée, quand ils étaient absents, et je pense surtout à Alejandro Balde et Lamine Yamal, quand ils n'étaient pas là la saison passée, c'était très compliqué pour le Barça. Alejandro Balde, son absence contre l'Inter en demi-finale de Ligue des Champions a fait beaucoup de mal, défensivement, offensivement. Donc il y avait cette question de se dire: «Est-ce que le Barça peut gagner, sans ces 2-là?» Surtout sans Lamine Yamal, très honnêtement. Et la réponse hier, en tout cas, était oui, parce que le Barça a affiché un très beau visage collectif.
et c'est ce que disait Hansi Flick depuis le début de saison. Il avait le sentiment d'avoir un peu perdu son équipe dans le sens collectif, qu'il avait beaucoup d'individualité, qu'il voulait prouver, etc., mais qu'il ne jouait pas ensemble pour l'équipe. Et là, il y a eu un 6-0 avec vraiment une vraie ambition collective, un gros pressing aussi, enfin un gros contre-pressing. Et, et Hansi Flick l'a dit à la fin du match, il a dit: «Bah là, je suis content parce que j'ai vu une équipe, j'ai vu 11 titulaires qui font le travail pour l'équipe et des remplaçants qui rentrent en faisant le travail pour l'équipe aussi». Donc il dit: «C'est avec cette mentalité-là qu'on va aller chercher des titres». Pour l'instant, le Barça a des points de retard déjà sur le Real Madrid en Liga, et c'est vrai que, là, ce qui était important, parce que c'était le premier match du Barça à domicile, puisque, le Camp Nou était en travaux et cetera, c'était, de montrer un meilleur visage pour le Barça, même sans Lamine Yamal, et c'est vrai que c'est, carton plein parce que même avec un trio offensif un peu expérimental avec Ferran Torres, Marcus Rashford et Ronny Bargi, bah, le Barça a gagné et a très bien gagné, très bien figuré. On le rappelle, le Barça qui se déplace sur la pelouse de Newcastle en Ligue des Champions, ça sera jeudi à 21h. Liverpool-Atlético, ça sera mercredi à 21h. Un mot justement avec toi sur l'Atlético, qui a enfin gagné en Liga après un début de saison très très compliqué, à la fois pour l'Atlético et aussi pour Antoine Griezmann. Ouais, un début de saison compliqué, et d'ailleurs première victoire, première titularisation pour Antoine Griezmann cette saison. Alors voilà, Est-ce qu'il y a un lien? on va pas faire de lien de cause à effet parce que si on prend le premier match, où l'Atlético perd contre l'Espagnol, l'équipe, sur les 60 premières minutes tourne excessivement bien, ça joue très, très bien au football. Il y avait, et c'est les recrues Thiago Almada, Alex Baena qui portent l'équipe, qui, Almada est un peu la création, Alex Baena a l'équilibre derrière, et c'était vraiment, ça jouait extrêmement bien. Sauf que voilà, l'heure de jeu arrive, les 2 joueurs viennent d'arriver au club, donc ils ne restent pas titulaires l'entièreté du match, et à partir du moment où il les retire, l'équipe perd tout l'équilibre qu'elle avait, au fil du match, et s'effondre donc pour finalement perdre contre l'Espagnol. Même Diego Simeone, alors que ça fait 10 ans qu'il est au club, lui dit à la fin du match, il a dit: «Bah, finalement là, j'ai beaucoup appris, sur ce qui vient de se passer». Pas suffisamment pour, gagner derrière les autres matchs, parce qu'il y a quand même 2 matchs nuls ensuite, mais la trêve, on a la sensation que la trêve a fait du bien. Les 2 joueurs là que je cite, Almada et Baena, pour l'instant sont blessés, et donc Mmh. malgré tout, sans eux, l'Atlético a gagné ce week-end. Heu, on voit que c'est une équipe qui est loin d'être accomplie. Il y a beaucoup d'errances, notamment, au milieu de terrain, enfin, en milieu défensif et surtout en défense, parce que c'est pas du tout fixé encore. C'était déjà un problème qu'avait l'Atlético la saison Ouais. passée. À voir contre Liverpool, c'est pas hyper rassurant, mais pour l'instant, voilà, 1re victoire de la saison, c'est, un peu une renaissance pour l'Atlético, et voilà, l'Atlético a encore très bien recruté cet été. Normalement, il devrait, viser des places comme le titre, tout simplement en Oui, il Liga. y a eu Mais 176 millions d'euros dépensés voilà, c'est sur ça, l'été, ce qui est considérable. et mais aujourd'hui, ils sont 11e de Liga, et c'est un très mauvais départ en Liga comme ça peut très vite, coûter cher en fin de saison. Eh bah, merci Anna pour tous ces éclairages. On te retrouve évidemment tout au long de la saison pour discuter et débriefer de l'actualité du football espagnol. Et nous, on file tout de suite de l'autre côté de la Manche pour retrouver Philippe Auclair. Bonjour Philippe, très heureux de te retrouver pour cette nouvelle saison de Tour d'Europe depuis l'Angleterre. Alors, il y a un match qui a évidemment retenu notre attention ce week-end, c'est le derby de Manchester, remporté haut la main par City, 3-0. Et puis, de notre point de vue, Philippe, je suis obligé de te poser cette question parce qu'il y a un joueur sur lequel on s'interrogeait beaucoup, qui a été transféré dans le dernier jour du mercato, c'est Gigio Donnarumma, qui, si je ne me trompe pas, a réalisé un très bon match. Un très bon match. Alors écoute, oui, très bon, match remarquable avec notamment une parade absolument extraordinaire sur un tir de Bryan Mbeumo, qui je pense que très peu de gardiens auraient pu, sur la planète auraient pu arrêter ce tir. La fameuse détente sur son côté droit, et puis il s'est servi de ses grandes ailes d'albatros pour stopper ce tir qui paraissait destiné pour ses filets. Mais c'est pas seulement cet arrêt vraiment exceptionnel qui nous a frappé. Arrêt au passage quand le score était de 2-0, et Dieu sait, on ne sait pas très bien ce qui aurait pu se passer si United, qui essaie de revenir dans le match, avait marqué. Mais c'est pas seulement ça.
Je pense que les qualités de Donnarumma, vous les connaissez mieux que moi encore, et notamment sa présence sur les centres et sa capacité à pouvoir dégager le ballon du point. Il nous a donné un récital dans ce domaine avec des dégagements du point qui arrivaient sur la ligne médiane. Donc tu vois que ça rassure ta défense quand tu peux faire ça. Le seul bémol, je dirais, c'est que on ne l'a pas encore vu dans un rôle de gardien à la Man City que le pratiquait Ederson, par exemple. Parce que je crois que la question que tout le monde se posait, c'est pourquoi Pep Guardiola a choisi de remplacer Ederson par un gardien qui n'a absolument pas les mêmes qualités dans son jeu au pied. Parce que Ederson, bon, tu te souviens sans doute comme moi, de buts qui sont nés directement de ses dégagements, de ses 6 mètres. C'est pas quelque chose pour lequel Donnarumma est connu. En fait, Donnarumma est connu plutôt pour être quelqu'un qui a parfois des petits problèmes, on dit un petit peu les pieds carrés, quoi. En tout cas, seulement arrondis. Mais en l'occurrence, on ne l'a pas vu dans ce rôle-là. La plupart des ballons qu'il a dégagés, il s'est servi beaucoup de ses mains, il a beaucoup fait de lancers, un petit peu à la manière d'un lanceur de cricket. Et on ne l'a pas vu dans ce registre-là, et peut-être parce qu'on n'a tout simplement pas eu besoin de cela. Mais par contre, dans toutes les autres sphères du jeu, il a été absolument superbe, et il a d'ailleurs reçu une belle ovation du public de l'Etihad Stadium, et il avait un sourire grand comme ça quand il est sorti du terrain, et il n'a vraiment pas loupé ses débuts. Est-ce que ça veut dire, selon toi, Philippe, que on va voir ce qu'on a vu sur ce derby toute la saison et finalement un Donnarumma qui n'aura pas besoin de s'employer au pied? Est-ce que Guardiola va se résoudre à avoir un gardien qui se contente de faire son rôle, le rôle le plus pur d'un gardien de but, c'est-à-dire arrêter, faire des parades, régner dans sa surface? Oui, je crois que le régner dans sa surface, c'est peut-être le plus important parce que quand tu regardes la composition du back four de Manchester City, tu vois que c'est une défense à 4 qui est encore en train de s'organiser. Il y a quand même eu des arrivées relativement récentes. Il y a besoin d'un peu de stabilité. Rodri vient de rentrer, de réintégrer le groupe, ce qui va évidemment faire très plaisir à Pep Guardiola. Il a duré 75 minutes. Il n'était pas encore totalement à son niveau exceptionnel de l'année du Ballon d'Or. Mais c'est une équipe qui, parfois, Manchester City, l'année dernière, a donné des signes un petit peu de faiblesse en défense. Et c'était dû un petit peu aussi à la nervosité, je dirais, de cette défense lorsque son gardien était soumis à des attaques répétées et intenses. Là, en l'occurrence, sur un gardien qui adore ce type de situation et qui a une autorité énorme. Ce qu'il a, là aussi, c'est pas seulement la taille, c'est pas seulement les parades, c'est aussi le charisme. Et c'est cette capacité de pouvoir justement soulager sa défense dans des situations très chaudes, notamment sur des centres. Et là, on sait qu'il excelle dans tout cela. Mais ça veut dire en effet peut-être qu'il y a des changements dans la façon dont Manchester City joue son football. Et bon, c'est un petit peu, c'est normal dans la mesure où tu as quand même énormément de nouveaux joueurs qui sont arrivés depuis janvier de 2025, et que tu as l'impression que c'est une équipe d'abord plus jeune, peut-être plus directe à certains points de vue, avec des joueurs très très vifs et qui n'a pas tout à fait les mêmes repères qu'autrefois. Ils sont encore un petit peu, ils ont parfois été en difficulté dans cette rencontre. Il ne faut pas se le cacher. Le score reflète bien la supériorité de Manchester City au bout des 90 minutes, mais il y a eu des moments dans ce match où Manchester City n'était pas si à l'aise que cela. Il y a encore beaucoup de choses à régler, mais elles se mettent en place. Et Donnarumma, pour ça, fait partie peut-être d'une reconstruction. C'est pas une révolution, hein, c'est toujours le jeu guardiolien, mais d'une reconstruction de ce groupe et également du football qu'il a été pratiqué par Guardiola du temps de tous ces titres de champion d'Angleterre et d'Europe, et qu'on est passé dans une autre phase. Donc on est encore dans la transition, mais il y a eu des signes hier, sans le moindre doute, que cette transition va dans le bon sens, qu'on n'est pas du tout dans le cadre d'une transition à la Manchester United, où plutôt les choses ont tendance à aller du mauvais côté. Il y a un autre joueur qui a été très bon sur cette partie, c'est Erling Haaland, auteur d'un doublé, auteur d'un très bon début de saison. Finalement, Manchester City a un très bon gardien, un très bon attaquant. Autrefois, on disait que ça suffisait. Est-ce que là, Manchester City est déjà prêt pour réussir une grande saison, notamment au niveau européen? Alors, notamment au niveau européen, parce que, mine de rien, ils ont bon 6 points sur 12, mais il y a déjà 2 défaites. La défaite contre les Spurs, qui était assez vilaine, la défaite contre Brighton. Donc de ce côté-là, bon, c'est pas rédhibitoire, bien évidemment, il y a encore 34 journées à jouer, donc bien évidemment, ils peuvent revenir dans le pack pour le titre de champion d'Angleterre.
Mais c'est vrai que c'est peut-être plutôt au niveau européen, je pense qu'on va voir cette équipe-là, qu'on va la voir peut-être à son meilleur. Parce qu'il y a encore, c'est pas encore parfait. C'est pas encore parfait. Tu parlais en effet d'Erling Haaland qui en est maintenant à 5 buts en 4 matchs. Et c'est pas seulement ça, au passage, hier, tu vois sa deuxième mi-temps, c'est vraisemblablement l'une des meilleures mi-temps qu'il a livrées sous le maillot de Manchester City. Et pas seulement comme attaquant, où il marque, et il marque 2 buts, les finishes, tu les auras admirés comme moi. Il y a également une passe absolument magnifique pour Reinders, qui est digne d'un grand numéro 10, et également ce qu'il a abattu comme travail défensif lorsque Manchester United essayait de pilonner la surface de Donnarumma. Il était tout le temps là en premier rideau pour dégager le ballon. Je crois qu'il a fait en fait plus de dégagement que quelque autre joueur de Manchester City. C'est-à-dire qu'il a vraiment participé au jeu, ce qu'on lui reprochait un petit peu autrefois, tu vois, de n'être là que dans le rectangle, comme disent nos amis belges, ou dans des phases de contre-attaque. Là, on l'a vu un petit peu partout en seconde période. Donc de ce côté-là, c'est impeccable. Du côté de Donnarumma, bien évidemment, c'est qu'un premier match, on jugera sur la distance, mais c'est très bien parti. Le retour de Rodri qui est quand même absolument crucial pour cette équipe de Manchester City. Et puis derrière, un autre retour, avec une nouvelle coupe de cheveux, tu auras remarqué, de Phil Foden, qui était un joueur qu'on avait complètement perdu de vue, ou quasiment perdu de vue, qui avait pourtant été essentiel dans les saisons précédentes, et qui petit à petit s'était mis sur les marges de cette équipe de Manchester City. Là, on l'a retrouvé très bon hier. Bon, le but est absolument superbe, hein, c'est cette tête qui est placée, mais vraiment au millimètre. Mais on l'a aussi vu dans le jeu, beaucoup, on a vu beaucoup d'initiatives. Moins de déchets peut-être que ce qu'on voyait il était présent, lorsqu'on faisait appel à lui la saison passée, où il y avait peut-être un petit peu de précipitation. Et moi, j'ai aussi été très marqué, très frappé par la façon dont Pep Guardiola a cherché Phil Foden à la fin de la rencontre. Et ils ont marché assez longuement ensemble, tu vois, bras dessus, et en se parlant, en se souriant l'un à l'autre. Donc ça va, il est de nouveau dans les bons petits papiers de Pep. Et tout ça, tu mets tout ça ensemble, tu te dis oui, c'est très prometteur. Absolument, sans le moindre doute. Tu ajoutes aussi, tu dois ajouter Jérémy Doku, hein, qu'on a vu excellent, hier, qui est à l'origine du but de Phil Foden, avec ce slalom absolument superbe dans la surface et ce premier centre contré, ce deuxième centre qui trouve le milieu de terrain ou l'attaquant anglais. Donc tu mets tout cela ensemble. C'est pas encore parfait, c'est pas encore complet. Il y a sans doute encore des choses à régler dans cette équipe de Manchester City, mais tout va dans la bonne direction. Est-ce qu'il faut voir, Philippe, dans ce Haaland nouveau, notamment dans son rôle, dans le jeu, dans son rôle défensif, bah, quelque chose qui a un lien avec Alexander Isak? On voit que la presse essaye de se projeter sur un duel entre, les 2 attaquants de Liverpool et de Manchester City. On sait qu'Isak est un joueur très travailleur aussi. Est-ce que peut-être Haaland a été, un petit peu piqué par ce transfert-là? Est-ce que Guardiola lui en a demandé plus pour cette raison-là aussi? Comment tu vois la chose? Alors, je pense pas qu'il y ait de lien direct. Certainement, je pense qu'il y a, inconsciemment, il y a évidemment ce petit il est aiguillonné par le fait que Isaac se retrouve dans un club où il peut faire de grandes choses. Mais je crois surtout que c'est plutôt né de sa frustration, d'une saison un petit peu à oublier. Il y a eu aussi pas mal de choses qui se sont passées dans sa vie privée. Il est devenu papa, et tous les gens, moi, qui m'ont parlé de lui, dont des journalistes norvégiens qui le connaissent assez bien, qui connaissent assez bien sa famille, m'ont dit qu'il était beaucoup plus apaisé, qu'il se sentait vraiment bien dans sa peau, se sentait bien dans sa peau de footballeur, mais également sa peau de père de famille. Et donc, tu vois d'ailleurs, le sourire qu'il arborait sur le terrain, c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup vu. Même le fait qu'il reprenne, tu vois, sa pose pour célébrer son but, la pose de yoga, et qu'il le fasse avec un petit sourire en coin, tu vois, parce que c'était quand même une plaisanterie. Tu sens un joueur à l'image un petit peu de son équipe, beaucoup plus à l'aise avec lui-même et surtout prenant du plaisir à ce qu'il fait. Physiquement également, il paraît au top. L'accélération est là parce que là aussi, il avait été quand même, non pas stoppé, mais il avait été ralenti par quelques petits pépins, des moments où sa condition physique n'était pas aussi formidable qu'elle aurait dû l'être. Là, il est visiblement raring to go, comme on dit, ça y est, prêt à y aller. Et encore une fois, parce qu'il est bien dans sa peau d'homme et de footballeur. On a parlé des choses qui se passent bien à Manchester, il y a des choses qui se passent mal dans l'autre club de Manchester, c'est United. Défaite 3-0 dans le derby. Si on prend le plan plus large, il y a eu des moyens colossaux qui ont été déployés encore une fois sur ce mercato d'été. Il y a un entraîneur qui est
de plus en plus critiqué, même si ça fait déjà plusieurs mois qu'il l'est. Ma question, elle est très simple, Philippe. Qu'est-ce qu'on fait à Manchester United? Est-ce qu'on persiste et signe avec Ruben Amorim, en sachant qu'on lui a donné tous ces moyens-là, ou est-ce qu'on change radicalement? Encore une fois. La tendance était certainement au début de saison, on va lui donner sa chance parce qu'on a fait le recrutement nécessaire. euh, mais l'atmosphère, je dirais, devient beaucoup plus lourde. Et j'ai noté ce qu'il a dit dans sa conférence de presse avec mes amis de la presse britannique, presse écrite, après la rencontre. Et je vais te le lire, tu vois, si jamais ça ne te dérange pas, parce que je trouve que c'est très révélateur de son état d'esprit. Je sais qu'Amorim, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il est critiqué, mais il n'est pas critiqué sauvagement, parce que c'est quelqu'un qui est très honnête dans dans la façon dont il est connecté aux fans de Manchester United. Sa franchise est reconnue. C'est quelqu'un, très honnêtement, si tu n'as pas de sentiments contre Manchester United, tu lui souhaites bonne chance, parce qu'il essaye quelque chose, il y croit, il s'y tient. Bon, il est un petit peu tête de mule, on va y revenir, mais il y a quand même, si tu veux, un capital de sympathie à cause du personnage. Mais voilà ce qu'il a dit. Alors, j'essaie d'être rationnel. Je vois le bilan. Le bilan, au passage, c'est 4 points en 4 matchs, avec une victoire qui a été acquise sur un penalty contre Burnley. Un penalty de Bruno Fernandes à la 98e minute, alors qu'il y avait 7 minutes de temps additionnel. Donc, autant dire que ça pourrait être encore pire. Je comprends la frustration et je comprends les décisions qui vont ou qui pourraient aller avec. Je ferai de mon mieux tant que je serai là. Le reste n'est pas ma décision. Quand tu entends un entraîneur dire ça, et un entraîneur qui ne cache pas, si tu veux, ce qu'il pense, tu te dis en effet, il y a un problème. Et Gary Neville, d'ailleurs, le consultant de Sky, bon, qui connaît quand même pas mal de gens encore à l'intérieur du club, de son ancien club, disait également, lorsqu'on lui a demandé quel est le principal enseignement que vous tirez de cette rencontre pour Manchester United, il a répondu ben, le fait que l'entraîneur a des problèmes. Et le problème, c'est que malgré un recrutement qui a été opéré sous la tutelle, sous la férule de Ruben Amorim, on pourrait penser qu'il fait venir des joueurs qui correspondent au style de jeu qu'il entend mettre en place à Manchester United, son 3-4-2-1 ne fonctionne toujours pas. Et ça fait quand même longtemps, si tu veux. Il avait des excuses lorsqu'il avait hérité du groupe de Ten Hag, qui n'était pas franchement construit pour ce type de dispositif tactique. Mais au fil des mois, il a tenté, il a changé, il change tout, et il continue de changer tout d'ailleurs. Un truc qui est bizarre, c'est que quand tu vois les remplacements qu'il opère sur le terrain, je regardais un petit peu depuis le début de la saison. Il n'y a pas un match dans lequel Manchester United est fini avec le même back three, la même défense à 3, que lors du coup d'envoi. À tous les coups, il y a eu un, voire même deux changements, et deux changements, c'était contre Fulham. Sinon, on a toujours vu Maguire entrer en fin de rencontre. Alors, est-ce que c'était pour figurer dans un rôle d'avant-centre, tu sais, de fortune, puisque Maguire est absolument fantastique sur les coups de pied arrêtés, ça on le sait. Peut-être. Mais en tout cas, l'idée qu'il change sa défense quand les choses ne vont pas bien, ça te prouve également quel est son état d'esprit. Ça veut dire qu'il se rend bien compte qu'il y a quelque chose dans la structure même de son équipe, lorsqu'elle n'a pas le ballon, et notamment lorsqu'elle est soumise à des transitions rapides, qui ne va toujours pas. Et que ces joueurs n'arrivent pas à intégrer le schéma tactique qui est le sien, qui avait tellement bien marché au Sporting, et qui ici continue ma foi, on voit des bribes. Parce que bon, on ne va pas quand même oublier que les 15-20 premières minutes du derby de Manchester, c'est Manchester United qui est mieux. Qui est mieux dans les duels, etc. Qui est assez dangereux sans se créer d'occasion réelle. En début de seconde période, c'est la même chose, mais il y a un moment où ça craque. Il y a un moment où tout d'un coup, cette défense perd ses repères. Tu ne peux pas dire également qu'au niveau des gardiens, ils soient particulièrement bien lotis, parce que ce soit Onana ou Bayandir, on ne peut pas dire qu'ils se soient couverts de gloire depuis quelques mois, depuis le début de saison. Et du coup, tu as ce sentiment que, oui, on voit à peu près ce à quoi il aspire, mais que ce à quoi il aspire est encore très très loin de ce qu'il voit sur le terrain. Et il le sait lui-même. Et du côté de Manchester United, où on n'est pas vraiment détendre au niveau des décisions qui touchent les cadres, bien évidemment qu'on se pose des questions. Mais tu fais quoi à la place? Tu as mis en place, tu as fait un recrutement qui est spécifiquement cadré pour un entraîneur qui a un style très particulier, très personnel, et qui n'entend absolument pas changer de dispositif tactique. Ça, il l'a dit clairement, il l'a répété, c'est 3-4-2-1 ou 3-4-3, appelle ça comme tu voudras.
je ne vais pas revenir à une défense à 4 ou à un 4-3-3 ou un 4-2-3-1. C'est hors de question. Et d'un côté, c'est admirable parce que tu dis, il a au moins le courage de ses convictions. D'un autre côté, quand tu vois ce qui se produit sur la pelouse, tu te poses des questions, tu te demandes, est-ce que cette inflexibilité, oui, il y a une différence entre conviction et inflexibilité. Et en l'occurrence, cette distinction, elle n'est pas si franche que ça dans le cas de Ruben Amorim. Et bien évidemment que tu peux imaginer, ça fait jaser, non seulement, parmi les fans, non seulement dans le microcosme médiatique, mais également dans la hiérarchie de Manchester United. Donc oui, il a du souci à se faire. Ouais, il a du souci à se faire et on va suivre tout ça avec attention évidemment dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Philippe pour tous ces éclairages. On te retrouve toi aussi dans les prochaines semaines avec grand plaisir dans Tour d'Europe. C'est la fin de cette émission. On espère que vous l'avez appréciée. On le rappelle, vous nous retrouvez tous les lundis sur Eurosport et sur la chaîne YouTube d'Eurosport. La semaine prochaine, ce sera Cyril Morin aux commandes. D'ici là, suivez bien l'actualité du football européen. À la semaine prochaine.